Je suis Lilian Perrin, animateur du club d'astronomie de la Grande Ourse. Donc la Grande Ourse est le nom d'une constellation du ciel chez nous, de l'hémisphère nord. Alors le rôle de l'association, le club d'astronomie, c'était d'abord, il a été fondé pour justement que les passionnés puissent se réunir et assouvir leur passion et puis partager un peu chacun leur expérience. Les sciences et les technologies ont toujours progressé pendant les guerres parce que les pouvoirs politiques donnent des moyens aux scientifiques, ou en tout cas aux techniciens, aux scientifiques, aux grands laboratoires, aux grands instituts de recherche. Pendant la Première Guerre, par exemple, dans le domaine médical, donc là les progrès ont été considérables, notamment dans le domaine de la radiologie. On venait de découvrir la radioactivité peu de temps auparavant. Marie Curie, qui était 2 fois prix Nobel, a développé les radios mobiles de façon à être au plus près des gens blessés, surtout que les blessures étaient quand même très graves, c'était des éclats d'obus, c'était des choses comme ça. On a fait beaucoup de progrès dans le domaine de l'anesthésie, de la chirurgie, la chirurgie réparatrice, de tout temps. Les guerres ou les batailles ont engendré des progrès, puisqu'on veut dominer l'adversaire ou les assiégés ne veulent pas se faire dominer. Donc on essaye de trouver toutes les solutions possibles et améliorations possibles à notre système de défense ou d'attaque. Je pense qu'il y a beaucoup de découvertes. Moi, je prendrais simplement un exemple. Imaginez un monde sans roue. Voilà. Je trouve qu'on devrait donner à titre posthume le prix Nobel au mec qui a inventé la roue. C'est rigolo comme ça, mais je ne sais pas qui a inventé la roue. Mais pour moi, c'est une invention extraordinaire. Donc la roue, à l'époque, il n'y a pas toujours eu la roue. Donc le gars qui a inventé ça, il a quand même enlevé une belle épine du pied de l'humanité. Plus sérieusement, je ne sais pas. Il y a tellement eu d'inventions, de choses qui ont servi à l'humanité, qui ont desservi l'humanité aussi, bien sûr, mais qui ont rapporté quelque chose à l'humanité. C'est tellement vaste, j'ai pas de réponse là, honnêtement. Détacher un élément, c'est compliqué. Ouais. Voilà. C'est comme si je vous dis, voilà, quel disque tu vas emporter sur une île déserte. Quand on en a 500 000, je dis, bon, lequel je vais prendre? Pareil. Et des sondes comme Juno, par exemple, se promènent en ce moment autour de Jupiter. Il y avait Cassini autour de Saturne. Il y avait Messenger autour de Mercure. Après, effectivement, depuis 1995, la première découverte de l'exoplanète, on a cherché à découvrir des planètes extrasolaires. On en a découvert à peu près 4000. Alors l'objectif, un peu, j'allais dire, des astronomes, c'est de découvrir des planètes équivalentes à la Terre, donc de la taille de la Terre, où l'eau, elle existe sous la forme liquide, qui permettrait éventuellement l'émergence de la vie. Notamment Carl Sagan, astronome américain, qui avait fait une série il y a quelques années à la télé qui s'appelait Cosmos. Donc c'était lui qui était à l'origine, sur les sondes voyageurs, il y a un disque en or avec des informations qui peuvent être lues par une civilisation extraterrestre. Bon, ça fait, j'allais dire, relativement peu de temps qu'on envoie des signaux dans l'espace, on va dire une centaine d'années. Donc si une planète est habitée à 200 années-lumière de nous, par exemple, il faudra encore que les ondes elles voyagent pendant 100 ans avant d'y arriver. Puis pour qu'on ait une réponse, il faudra encore attendre 200 ans, forcément. En fait, il faut savoir que les étoiles, comme le Soleil, mais toutes les étoiles sont en fait des usines chimiques. C'est-à-dire que les étoiles, elles passent leur vie à prendre des éléments légers, le plus léger d'entre eux, l'hydrogène, et à les transformer à des éléments de plus en plus lourds. Donc l'hydrogène en hélium, de l'hélium en carbone, carbone en oxygène, etc., jusqu'au fer. Donc en fait, nous, tout ce dont on est composé, la nature, le sol, les arbres, les feuilles, nous-mêmes, nos briques élémentaires ont été fabriquées au sein des étoiles, dans le cœur des étoiles. Que ce soit du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, du fer, voilà. Tout ça a été fabriqué, tout ce qui nous compose a été fabriqué dans les étoiles. Et comme le disait Hubert Reeves, donc nous sommes des poussières d'étoiles. Pas d'étoiles, pas de vie, il n'y aurait pas de planète, il n'y aurait a fortiori pas d'humains. Mais on est vraiment des éléments de la nature et notre composition, tous les éléments qui nous composent sont créés au sein des étoiles. Oui, un peu ce qui se passe dans Seul sur Mars, par exemple, dans le film, voilà, donc où il fait une serre dans son vaisseau et il fait pousser des végétaux. Sous serre, peut-être, oui. Mais d'abord, il faudra de l'oxygène. Donc sur la Lune, par exemple, il n'y en a pas. Sur Mars, il y a une atmosphère très ténue, mais qui n'est pas forcément idéale pour la pousse des légumes.
Donc il faudra fabriquer une atmosphère type terrestre pour pouvoir espérer faire pousser des végétaux. Donc ça se fera sous cloche. Hein, puisque si vous mettez ça à l'air libre, Mars a perdu une partie de son atmosphère. Si on en recrée une qui ne reste pas collée à la planète, voilà, ça ne sert à rien non plus. Oui, on suppose, puisqu'on a découvert des planètes dans les zones habitables, ce qu'on considère nous comme habitable, ça veut dire là où l'eau liquide peut exister. Alors il y a des planètes qui sont dans leur zone habitable, mais beaucoup plus proches de leur étoile que nous on est du Soleil. Parce que l'étoile, par exemple, ça va être une naine brune, donc une étoile qui est beaucoup moins chaude que le Soleil. Donc l'étoile, la planète peut aller à côté sans risquer d'être caramélisée, si vous voulez. Hein. Donc l'eau, à partir du moment où l'eau est liquide, on considère que c'est quand même un bon atout pour l'émergence de la vie. Il faut voir après l'âge des systèmes si effectivement la vie a eu le temps d'apparaître. Donc on suppose que sur Mars par exemple elle a eu le temps d'apparaître. Malheureusement Mars ayant perdu son eau, son atmosphère, le processus s'est arrêté. Alors on essaye de trouver des traces fossiles de cette vie, s'il y en a une, parce que c'est pareil, on n'est pas non plus absolument certain que le processus est démarré. Hein. Sur Terre, ça a mis quand même quelques milliards d'années. Une fois, la seule qu'on connaisse, c'est notre vie, la vie animale chez nous, végétale, etc., qui est basée sur la chimie du carbone. Alors qu'il peut y avoir une vie basée sur la chimie du méthane ou d'un autre élément. Et donc, on ne sait pas du tout comment seraient les vivants dans ces conditions-là. Il existe effectivement différents logiciels, donc on peut installer sur des téléphones sous Android ou iOS, ou sur des tablettes, et qui sont des cartes du ciel. Hein. Donc on oriente sa tablette dans une direction, et on aura l'image du ciel avec le nom des planètes et des étoiles et des objets visibles dans cette portion du ciel. Donc ça se développe effectivement, c'est bien. C'est bien, mais voilà, ça reste quand même très limité et ça remplace pas, j'allais dire, un vrai télescope. Même les yeux, regarder le ciel avec ses yeux, voir les constellations, se faire expliquer les constellations, faire des cheminements d'étoile en étoile pour trouver des objets. Hein, tiens, qu'est-ce que c'est que cette étoile, ce truc qui brille bien dans le ciel? Hop, on prend le téléphone, on regarde, ah bah c'est Vénus. C'est cool.